Je vais vous parler de la ville de Rome, donc vraiment des monuments, de la tête qu'a la ville de Rome. J'ai intitulé ça La ville de Rome, un décor politique, parce que je ne savais pas exactement comment le dire, pour tout vous avouer. Vous allez voir ce vers quoi je voulais vous mener. Une question pour commencer qui, vous me direz, est un peu orientée, mais tout de même, une question pour le public. Si vous deviez dire quelle est, selon vous, la ville la plus belle, la plus grandiose et la plus somptueuse de l'Empire romain, à quoi penseriez-vous? Bon, alors les Arlésiens n'ont pas le droit de parole, en fait. On va peut-être être obligé de demander. Ah, Constantinople, c'est une bonne réponse, mais c'est tardif, c'est vrai. À partir du IVe siècle, c'est pas bête. Bon, on pourrait dire Rome. Enfin, moi, j'aurais bien envie de dire Rome. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle aujourd'hui la ville éternelle. De fait, les restes des monuments du passé sont impressionnants. Les touristes ne s'y trompent pas. Il y a quelque chose quand même d'assez merveilleux, de magique dans les ruines qu'on voit aujourd'hui. Et de fait, vous verrez que la ville de Rome est vraiment magnifiée dans le film de ce soir. Cette fois, promis, je ne spoile rien. Il n'y a pas besoin de spoiler pour dire que la chute de l'Empire romain se passe en grande partie à Rome et que les décors qui ont été réalisés pour la seconde partie du film sont grandioses. Parmi les plus grands décors jamais réalisés pour un film. Et de fait, Anthony Mann y a mis les moyens pour redonner vie à la Rome du IIe siècle après Jésus-Christ, celle de l'empereur Commode, empereur qui règne de 180, donc c'est le début du film, à sa mort en 192, c'est la fin, et non, j'ai pas spoilé, vous savez tous qu'un empereur, ça naît, ça règne et ça meurt. En tout cas, vous verrez qu'un des grands intérêts du film, c'est ces décors à taille réelle qui ressuscitent le cœur de la ville de Rome. Mais, on verra ça tout à l'heure sans doute dans le ciné-club, donc revenons à ma question initiale. Quelle est la plus belle ville de l'Empire romain? Et si je pouvais voyager dans le temps, ce qui est sans doute le rêve de tout historien, ou le cauchemar, parce qu'on se découvrirait peut-être qu'on ne comprend rien et qu'on s'était trompé tout du long, mais si je pouvais voyager dans le temps et que je pouvais demander à des contemporains de César ou de Néron quelle est la plus belle ville de l'Empire, ils m'auraient sans doute cité Antioche en numéro 1, ou Alexandrie d'Égypte, ou Séleucie en Syrie. Les plus nostalgiques m'auraient peut-être parlé d'Athènes, qui devait avoir le charme désuet, des petites villes en décrépitude. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que aucun ou très peu n'aurait pensé à Rome, qui est pourtant la capitale de l'Empire. Ce qui marque quand on lit les sources de cette période, c'est cette espèce de désamour des Romains pour leur capitale. Elle est trop grande, elle est trop sale, elle est trop désorganisée. C'est même un lieu commun, ce qu'on appelle un topos littéraire, largement accentué et caricaturé dans les textes qui nous ont été transmis. Et d'ailleurs, l'élite romaine qui vit à Rome, parce que c'est le centre de la vie politique et économique de l'Italie, dès qu'elle en a l'occasion, quitte Rome pour se ressourcer dans ces villes-là, à la campagne ou dans les stations balnéaires de la côte, notamment en été où l'air est, paraît-il, irrespirable. Ce désamour est tel que les pouvoirs publics ont plusieurs fois hésité, sous la République et jusqu'au tout début de l'Empire, à déplacer la capitale dans des villes plus belles, à détruire des bouts entiers de la ville pour mieux la reconstruire, voire à carrément abandonner le site. S'ils ne l'ont jamais fait, en réalité, c'est pas vraiment pour des raisons esthétiques, mais parce que ça aurait été impie. Les dieux de Rome ne peuvent résider qu'à Rome. Il faut donc aux humains accepter eux aussi de vivre à Rome. Et puis, il faut leur aussi essayer de faire au mieux pour que la ville de Rome soit un décor à peu près plausible, à peu près acceptable de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle soit à l'image de la grandeur de ce qu'est la cité de Rome. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'une ville et une cité, si vous voulez, on peut en revenir dessus lors des questions. Mais pour le dire plus simplement, sans vous embêter avec ces notions d'antiquisantes, et en reprenant des mots de l'époque, des mots qui ont été écrits par les auteurs latins, les pouvoirs publics ont régulièrement cherché à modifier et à embellir Rome pour qu'elle soit digne de son statut de capitale du monde, et ce n'était pas chose aisée. Et donc c'est ce paradoxe que j'aimerais interroger avec vous ce soir, alors qu'on imaginerait facilement aujourd'hui Rome comme le joyau des villes antiques. Pourquoi donc les Romains ne l'aimaient-ils pas? Ou plutôt, pourquoi ne la trouvaient-ils pas à la hauteur de la puissance politique romaine? Et donc, comment ont-ils essayé de la transformer pour en faire le décor d'une ville politique qu'ils estiment, sans doute à raison, elle, grandiose? Alors, d'abord, premier problème de Rome, son emplacement. Qu'est-ce que Rome fait dans une vallée qui est loin d'être la plus riche d'Italie?
sur un petit fleuve de pas grand-chose, mais qui a le mauvais goût d'entrer en crue de manière absolument imprévisible et très difficilement résolvable, et surtout dans une région qui n'a pas de port naturel, et dont la côte est ainsi faite qu'il est extrêmement difficile d'y installer un port artificiel. Franchement, ils auraient mieux fait d'aller en Campanie, autour de Naples, juste au sud, même s'il y a Vésuve qui il fait des siennes de temps en temps, on en a parlé, ou en Étrurie, juste au nord, là aussi région bien plus riche. Alors pourquoi là ? Les récits mythologiques nous en donnent une explication, parce que les dieux ont choisi le site. Et à plusieurs reprises, ils ont indiqué aux hommes, en l'occurrence aux héros de la légende de fondation romaine, que c'était là qu'il fallait installer la capitale de l'Empire, ou plutôt du futur Empire, dans une vision téléologique propre au récit de fondation. Et évidemment, si c'est les dieux qui le disent, il vaut mieux faire ce qu'ils nous demandent, et il est bien difficile d'aller ailleurs. Et l'histoire de ce choix divin commence bien avant la fondation de la cité. C'est d'abord Hercule, on en a parlé cette semaine, d'Hercule, qui passe sur le site de Rome en revenant d'un de ses 12 travaux, quand il a volé les taureaux du géant à 3 têtes Gérion. Il traverse le Tibre à la nage, il accoste sur le site de Rome, où il n'y a rien ou quasiment rien, et un berger du coin, l'imprudent Cacus, profite d'une sieste du héros grec pour lui voler une bête. Malheur lui en a pris, Hercule se réveille et le tue. Tite-Live, un historien dont on reparlera, un historien contemporain de César et d'Auguste, donc toute fin de la République et tout début de l'Empire, nous raconte qu'un autre héros grec présent sur place, du nom d'Évandre, reconnaît en Hercule un futur dieu de l'Olympe, et lui dédie un hôtel qui de fait existe à Rome jusqu'à l'époque impériale et dont on a trouvé les traces archéologiques. C'est ensuite une truie qui emmène le héros troyen Énée sur le site de Rome, et il immole la truie à ses divinités protectrices dans le lieu. Là encore, on est plusieurs générations. En fait, on est 15 générations avant la fondation de Rome, puisque Énée, c'est le très lointain ancêtre de Romulus et Rémus. Et de fait, l'épisode le plus connu, que vous connaissez sans doute, c'est celui de Romulus et Rémus, qui sont arrachés à leur mère à leur naissance, abandonnés dans un panier, jetés dans le Tibre, et qui s'échouent là, à Rome, qui n'était rien, où une louve les allaite. Là encore, c'est donc un choix des dieux, confirmé quelques années plus tard, lorsque les deux jumeaux sont devenus de robustes et vigoureux jeunes hommes, et qu'ils se mettent chacun sur une colline du site pour attendre un signe des dieux. Les dieux leur envoient des oiseaux, selon les versions, c'est soit des aigles, soit des vautours, pour leur indiquer d'une part quelle est la colline sur laquelle il faudra fonder la ville, et surtout quel est celui des deux jumeaux qui aura le prestige de fonder et de diriger la ville. Et vous connaissez la fin, les dieux ne sont pas assez clairs, les deux pensent avoir gagné, et ça finit selon les versions, soit en duel, soit en mêlée générale, en tout cas par la mort de Rémus, et donc l'avènement du premier roi de Rome, Romulus. Voilà ce que nous disent les légendes. Or, ces légendes sont là pour expliquer, mais aussi pour légitimer l'emplacement. Elles ne sont pas de simples récits, elles sont aussi prescriptives. À partir du moment où les dieux ont choisi, on ne peut plus rien faire. Cela dit, on peut quitter la légende et essayer de chercher des raisons humaines de l'installation sur cet emplacement-là. Et vous savez à quoi ressemble le site de Rome ? On dit que Rome, c'est la ville aux 7 collines. Et de fait, ces collines sont très pratiques. Ce sont des espaces facilement fortifiés. Et c'est sur les collines qu'on trouve les premiers habitats. Entre les collines, il y a des zones marécageuses et il a fallu tout un système d'égouts pour assainir les zones les plus basses. Ça a pris quelques siècles. Et elles sont peu à peu asséchées et rendues vivables. Mais Rome est toujours inondable. Et le côté marécageux est un des problèmes du site de Rome. Et par quoi il est inondé ? Par le Tibre, deuxième caractéristique de l'emplacement. À l'origine, Rome est sur la rive gauche du Tibre. Et en réalité, l'emplacement, là, pour le coup, est très stratégique. Si vous venez de la côte, le premier endroit où vous pouvez traverser le Tibre, c'est sur le site de Rome. Donc en fait, c'est le premier passage, la première zone franchissable quand on vient de la mer. Donc c'est un point de passage majeur, donc c'est un point du commerce sur une route commerciale. Cela dit, peut-être que la route commerciale la plus importante au moment de la fondation de Rome, ce n'est pas celle qui va du nord au sud, c'est plutôt celle qui va de l'est à l'ouest, c'est-à-dire qui va de la montagne à la mer. Et la richesse des Apennins, là, cette montagne qui descend, cette chaîne de montagnes qui descend dans la mer et qui, en fait,
forment l'Italie. La richesse des Apennins à cette époque, c'est surtout les pâturages. Et rappelez-vous d'ailleurs que Rome est fondée par des bergers. C'est pas pour rien, il y a beaucoup de bergers dans la région, avec de larges zones de transhumance qui sont plus en amont sur le Tibre. Or, ce qu'il faut absolument aux animaux d'élevage, et plus précisément aux chèvres, qui sont nombreuses dans la région, c'est évidemment de l'herbe, mais c'est aussi du sel. Et du sel, on n'en trouve pas en montagne. Par contre, on en trouve en quantité dans des salines naturelles qui sont situées à l'embouchure du Tibre, sur la côte juste au nord de ce qui est aujourd'hui Ostie. En fait, c'est l'emplacement aujourd'hui de l'aéroport Fiumicino. Rome, c'est donc un passage obligé de la route du sel, ce qui permet de prélever des taxes sur ce commerce primordial pour l'économie archaïque. Bref, ce que je vous dis, c'est que c'était pas si stupide que ça de s'installer là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la cité italienne, c'est quand même celle qui a le mieux réussi. Mais c'est un choix qui est conditionné par des impératifs qui sont liés à l'économie archaïque. Et qui est un bien moins stratégique, ce choix, dès lors que l'activité économique principale n'est plus l'élevage, et que le commerce devient pour une grande part maritime. Deuxième caractéristique qui saute vraiment aux yeux des Romains anciens, c'est que Rome est une ville chaotique. Les rues sont étroites et tortueuses, organisées sans aucune cohérence. Il est très difficile d'y circuler, nous disent-ils. C'est plutôt l'imaginaire qu'on aurait des villes médiévales, en partie à raison, n'est-ce pas pleurer, mais pas vraiment d'une ville antique, encore moins de la plus importante de toutes les villes antiques. Quand on imagine une ville romaine, on pense plutôt au plan canonique qui s'est d'ailleurs appliqué à Arles ou à Nîmes et dans la plupart des colonies romaines de la région. Vous voyez de quoi je parle, ce plan damier qu'on appelle en fait le plan hippodamien, avec des rues qui sont toutes droites, qui se coupent en angle droit, et avec deux axes principaux, le Cardo qui fait nord-sud et le Decumanus qui fait est-ouest. Et les deux axes se coupent sur le Forum, place centrale de la ville. C'est propre, c'est clair, c'est bien organisé, c'est simple. Ça reprend l'organisation des camps de légionnaires romains, mais Rome n'a jamais ressemblé à ça, ni de près ni de loin. Les auteurs antiques eux-mêmes s'en étonnent et ils cherchent à comprendre ce manque d'organisation. Pour Tite-Live, je reviens sur lui, cet historien dont on a parlé qui écrit sous Auguste, donc vraiment au tout début de l'Empire, au tournant du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Pour Tite-Live, donc, la raison ne peut en être qu'une catastrophe et le signe d'une désorganisation ponctuelle. Jamais les premiers Romains n'auraient pu laisser construire leur ville comme ça. Il trouve donc l'explication dans un événement traumatique de l'histoire romaine. La seule fois où la ville de Rome a été prise et partiellement détruite, c'est pas par Hannibal, dont on parle souvent quand on pense aux ennemis qui ont fait trembler Rome, puisque lui, il a fait demi-tour devant les murailles romaines, mais par des Gaulois, en 390 avant Jésus-Christ, donc Rome est encore une petite cité, sous le commandement d'un certain Brennus. Et ces Gaulois sénons, c'était leur tribu, qui viennent du nord de l'Italie, descendent en fait sur toute la péninsule italienne, et après avoir traversé l'Étrurie, ils se retrouvent sur le territoire romain. Il y a une grande bataille qui est alors engagée à quelques kilomètres de la ville de Rome, qu'on appelle la bataille de l'Alia. Les Romains sont défaits, ils fuient, et ils s'enfuient en laissant les portes de la ville ouvertes. Bref, ils abandonnent la ville au pillage des Gaulois, et seule la colline du Capitole, qui a son propre système de remparts, aurait été épargnée. Et pour celles et ceux qui le connaissent, c'est là que se situe l'épisode des Doigts du Capitole. Mais ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, c'est que Tite-Live dit que les Gaulois auraient tout incendié, enfin pas que Tite-Live d'ailleurs, les sources en général disent que les Gaulois ont tout incendié avant de repartir. Et pour les historiens romains, c'est ce qui explique la désorganisation des rues de Rome. La reconstruction est ensuite faite dans la précipitation, et pour citer Tite-Live, cette hâte dispensa du soin d'aligner les rues et de bien distinguer son terrain de celui d'autrui. Où il y avait un vide, on bâtissait. Voilà pourquoi les égouts, primitivement établis sous la voie publique, passent aujourd'hui par endroits sous des maisons particulières. Et voilà pourquoi l'aspect de la ville offre l'image de prise de possession plutôt que d'une répartition régulière. En réalité, c'est une explication qui ne tient pas. Si le plan de Rome datait de cette époque, il aurait pu être imposé aux habitants de quelque chose de régulier. Et le plan hippodamien est déjà à l'époque largement diffusé dans la Méditerranée.
C'est au contraire la lente et progressive expansion de la ville qui explique que les choses n'aient jamais été planifiées. Par ailleurs, il se trouve qu'on a très peu de traces archéologiques de ce prétendu incendie gaulois, et il semble aujourd'hui assez clair que les Gaulois ont pillé, peut-être incendié quelques bâtiments, mais qu'il n'y a pas eu de destruction généralisée. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans cet épisode, c'est la manière dont les Romains du début de l'Empire ou de la fin de la République, ici Tite-Live, pensent leur ville. C'est presque comme s'il fallait qu'ils l'excusent d'être si mal organisés, de ne pas avoir cette répartition régulière, pour reprendre ces mots. Au contraire d'Alexandrie, qui a été fondée par Alexandre, qui a lui-même fait les plans, des beaux plans en damier, en 331 avant Jésus-Christ, donc exactement au même moment, à peu près, même génération que l'incendie de Rome. Et cette impression de flou et de désorganisation s'applique non seulement au plan des rues, mais aussi aux monuments publics. Il n'y a aucun plan d'urbanisme, et d'ailleurs aucun magistrat romain n'est spécifiquement en charge de construire ou d'entretenir les bâtiments de Rome. Les choses se font donc au coup par coup, en fonction des besoins, des rentrées d'argent ou des ambitions des hommes politiques. Cela se voit bien sur le plus vieux forum de la ville, qu'on appelle le forum romain ou le forum républicain. Je ne sais pas si vous êtes allé à Rome et que vous l'avez visité, mais il n'a pas de plan régulier. D'ailleurs, son plan évolue au fil des années. Des temples sont construits un peu partout tout autour. Il y a 2 grandes basiliques qui permettent d'y tenir les affaires courantes en étant à l'abri des intempéries. Il y a des arcs de triomphe qui sont d'ailleurs essentiellement construits à l'époque impériale, qui se trouvent à ces coins, mais il n'y a pas de plan d'ensemble. Et d'ailleurs, chacun y fait un peu ce qu'il veut, ce qui pose des problèmes. Très régulièrement, le Sénat de Rome est obligé de vider, presque de vidanger, le forum qui devient trop encombré à force que des hommes politiques et des généraux victorieux y construisent des statues, des arcs honorifiques, des hôtels et des petits temples. Cette absence de politique urbaine et de plan d'urbanisme, pour utiliser un mot contemporain, ne peut pas être un simple hasard. C'est d'une part que les Romains ne devaient pas en ressentir le besoin, mais peut-être même qu'ils ne le souhaitaient pas. N'oubliez pas que contrairement à une idée reçue, la société romaine est basée sur des valeurs de sobriété, de refus du luxe, ou de refus des plaisirs qui risqueraient de gâcher la rudesse et donc la force de l'esprit des vrais Romains. C'est bien sûr un discours qui n'est déjà plus tant que ça appliqué à la fin de la République, mais c'est le discours dominant, dont sont encore héritiers les empereurs. Les premiers, Auguste puis Tibère après lui, se présentent comme les austères garants des mœurs romaines. Et ça a des conséquences sur la ville de Rome. Alors qu'il y a de somptueux édifices de spectacle, notamment des théâtres et des amphithéâtres comme celui-ci, aux 4 coins de l'Empire, par exemple à Pompéi, à Rome, il est interdit jusqu'à assez tard de construire un théâtre, a fortiori un amphithéâtre, en dur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spectacle. Ce serait impossible. Les pièces de théâtre, comme les combats de gladiateurs, sont nécessaires aux grandes fêtes. C'est à la fois des cérémonies religieuses offertes aux dieux, des moments de cohésion sociale et des grands événements politiques. Mais ces spectacles ne doivent pas être marqués dans la ville. Ils ne doivent pas faire partie du paysage urbain. Ils doivent rester associés aux moments spéciaux et courts que sont les fêtes. À Rome, on construit donc tous les ans des théâtres, et des gradins, parfois même d'impressionnants amphithéâtres, mais ils doivent être démontables. C'est vrai pendant toute la période républicaine, donc quand même pendant un petit millier d'années. Et le premier homme politique qui a réussi à faire construire un édifice de spectacle, c'est à l'époque de César, son grand rival, le général Pompée, qui construit un théâtre, qui a son nom, le théâtre de Pompée, en 55 avant Jésus-Christ. Mais il est obligé de tricher. Il dit au Sénat qu'il s'indigne de cette construction, qui est pourtant faite sur ses deniers et sur des terrains privés, donc au fond, l'État n'a pas grand-chose à voir dedans. Mais bon, Pompée est quand même obligé de dire au Sénat que c'est pas un théâtre qu'il est en train de construire, contrairement aux apparences, mais que ce sont les marches d'un escalier, donc des marches très circulaires, d'un escalier qui monte tout en haut des gradins et qui est dédié à Vénus Victrix. Bien sûr, personne n'est dupe pour montrer qu'il est en train de construire un énorme complexe théâtral, mais ça montre bien qu'il faut trouver une explication religieuse pour construire le premier lieu de spectacle pérenne de Rome, parce qu'on n'est plus dans la mesure et dans l'austérité que doit refléter la ville. Vous voyez que sur ce point, Rome se doit même d'être moins dotée que les autres villes de l'Empire.
Ce qui renforce en plus cette impression d'une ville qui ne ressemble à rien, qui est organisée de manière un peu incohérente, c'est le fait que, à l'époque de Tite-Live, à l'époque de César, d'Auguste, Néron, encore à l'époque de notre film, Rome est une ville ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enceinte. Elle n'est donc délimitée par rien. Vous verrez dans le film une scène qui se passe à l'entrée de la ville et on voit une belle porte avec 2 tours rondes et un arc central. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont là depuis quelques jours, cette scène, on l'a déjà vue plein de fois dans la pub, la petite publicité un peu drôle proposée par l'association. Cela dit, à l'époque où se déroule le film, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est pas possible. Rome n'a pas de mur, elle n'a pas non plus de porte. Ou plutôt, elle en a eu, mais ils ont disparu, un peu comme Nîmes aujourd'hui. Des murailles ont été construites au moment des invasions gauloises, puis celles d'Hannibal. Et au moment où Hannibal passe en Italie, la ville est bien protégée. Mais au moment où Hannibal passe en Italie, Rome, c'est une petite ville. Il y a quelques dizaines de milliers d'habitants. Ensuite, l'essor démographique est tel que rapidement, ces murs ne servent plus à rien. La ville les a largement dépassés et ils sont soit englobés dans des constructions, soit, pour l'essentiel du parcours, ils ont été démontés. On en voit quelques tronçons, pareil pour ceux qui seraient allés à Rome et qui auraient pris le train pour y aller. Quand vous sortez de la gare, il y a un grand mur jaune à droite qui ressemble un peu à rien. Bah, c'est ça, c'est le reste de la muraille. Il faut donc imaginer qu'un voyageur qui arrivait à Rome y entrait comme nous aujourd'hui, on rentre dans la plupart de nos villes actuelles, où à la sortie d'une bretelle d'autoroute, on tombe d'abord sur une zone industrielle, puis commerciale, puis des quartiers résidentiels, parfois des barres d'immeubles. En tout cas, ça prend du temps avant d'arriver dans la ville historique, qui est souvent la plus jolie. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui, de ce côté ouvert de la ville de Rome, et donc peu monumentalisée, parce qu'une muraille était construite plus tard, à la fin du IIIe siècle. Et donc aujourd'hui, quand vous allez à Rome, vous voyez des grands murs de briques et de très belles portes, celles que l'on voit dans le film, mais qui ont donc été construites plus tard, à une époque où Rome craint les invasions barbares. Au contraire, la Rome de l'apogée de l'Empire, pendant presque 1000 ans, est une Rome qui n'avait pas de mur, et parce qu'elle n'avait rien à craindre, puisqu'aucun ennemi ne peut pénétrer en Italie. Donc c'est comme quand on entre à Paris en voiture aujourd'hui, c'est assez moche, c'est encombré, c'est embouteillé, et ce qu'on voit d'abord, ce sont les industries polluantes ou dangereuses qui sont rejetées à l'extérieur du tissu urbain. Une dernière caractéristique, sans doute, explique que Rome n'ait pas été comptée pendant longtemps parmi les belles villes. Les matériaux disponibles sur place sont des matériaux peu luxueux. Rome, c'est une ville de tuf. Le tuf, c'est une pierre volcanique assez friable qui prend des couleurs qui vont du marron foncé au jaune pâle, en passant par divers niveaux de gris, parfois un peu rougeâtre. Donc c'est une pierre sombre, très poreuse, mais qui est facile à travailler et surtout qui se trouve en quantité sur le site de Rome et tout autour de Rome. C'est donc peu cher et facile à trouver. Une autre pierre est utilisée, le travertin, qui est un calcaire, donc un peu plus clair, en général un gris clair qui vire au blanc, qui est plus lisse aussi, mais qui a encore pas mal d'imperfections. Bref, vous voyez que ces pierres ne font pas un rendu qui soit brillant et éclatant. On est loin d'Athènes, on est loin de l'Athènes classique, dont les monuments publics sont presque tous construits en marbre. Mais c'est facile aussi, quand on est athénien, il y a du marbre partout. À Athènes, les collines environnantes, c'est le marbre pentélique, qui est un des plus purs marbres qui existent au monde, un marbre blanc mat, très beau. Et puis dès qu'on prend le bateau, on tombe sur les îles Égéennes, où vous avez des marbres blancs brillants, vous avez des marbres rouges. Bref, évidemment, construire le Parthénon en marbre, c'est pas la même chose que de construire un monument romain en marbre. Et de fait, les Romains ne construisent pas en marbre. Et vous me direz, il y a les carrières de Carrare qui sont encore utilisées. En fait, elles ont été découvertes assez tard, à l'époque de César. Et puis Carrare, c'est pas à Rome, c'est au nord de l'Italie. Ça fait encore une petite trotte pour arriver jusqu'à Rome. Et il faut imaginer que c'est entre 20 et 100 fois plus cher de construire en marbre de Carrare qu'en travertin. Et je vous parle même pas du tuf ou de la brique, qui sont carrément économiques. Cela dit, c'est pas pour ça que les Romains voulaient faire de moches monuments. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils construisaient des bâtiments en matériaux non nobles, les pierres dont je viens de vous parler, ou la brique.
Et ensuite, il recouvrait ces monuments d'enduit qui pouvaient être soit blancs, soit colorés, parce qu'il faut bien imaginer que les villes romaines sont peintes et bien plus colorées que ce que leurs ruines nous donnent à voir. Et c'est vrai même des plus grands temples de la ville. Dans le film, vous allez voir le temple de Jupiter capitolin reconstruit de manière impressionnante. Eh ben, il est construit en réalité en tuf et il était recouvert d'enduit. Le problème, c'est que ce qu'on appelle du stuc, cet enduit, en fait, c'est une sorte de plâtre blanc. Et vous savez ce que c'est quel plâtre? Bah, ça s'abîme, ça se décroche. Et donc, tous les 20, 30, 40 ans, il faut entièrement restuquer le temple du Capitole. Contrairement au marbre, évidemment, qui perdure avec le temps. Et même quand ils ont commencé à importer des marbres orientaux, les Romains les ont plaqués à des murs faits d'autres matériaux, plutôt que de construire avec de gros blocs, parce que ça coûte trop cher. Ça permet de faire des économies, mais ça permet de faire semblant et de donner de l'éclat. Il y a très peu de monuments, vous disais-je, construits en marbre à Rome. Et en fait, c'est un peu comme les décors de cinéma à la Rome antique. C'est cheap, c'est fait à l'économie de moyens, mais on fait semblant, on donne un vernis final qui fait précieux à défaut d'être réellement précieux. Résultat de toutes ces caractéristiques que je viens de vous donner, c'est que le statut de Rome comme capitale du monde, ou au moins comme capitale de l'Empire romain, a régulièrement été remis en question. La ville n'est pas jugée assez belle ni assez pratique pour être la capitale de l'Empire. La première fois que cette remise en question a lieu, et sans doute de la manière la plus radicale, c'est très tôt dans son histoire. Je reviens sur le IVe siècle, la prise de Rome par les Gaulois de Brennus, on est donc en 390 avant Jésus-Christ. La ville a été en partie détruite et certains habitants proposent tout simplement de déménager et d'aller s'installer dans une autre ville qui était autrement plus belle à l'époque, qui s'appelle Veii, une cité étrusque qu'ils avaient prise quelques années plus tôt. Un autre personnage a voulu lui aussi transférer la capitale de l'Empire ailleurs, en Orient, bien plus tard. Un grand général romain, opposant d'Octavien pendant les guerres civiles, connu pour être un des amants de Cléopâtre, Marc-Antoine ou Antoine. Il semblerait que Antoine ait dit dans son testament qu'il voulait être enterré à Alexandrie, déjà c'est inadmissible pour des Romains, mais il semblerait aussi qu'il ait eu l'idée de transférer la capitale de l'Empire à Alexandrie. Et c'est loin d'être bête. Alexandrie, c'est une grande ville. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, Alexandrie, c'est un peu moins de 500 000 habitants, Rome, un peu moins d'1 million. Ce sont de très très loin les plus grandes villes de la Méditerranée. Et puis Alexandrie, c'est une capitale depuis sa fondation. Donc il y a toutes les infrastructures publiques nécessaires. Il y a déjà des grands palais. C'est le principal port méditerranéen. C'est aussi un grand port fluvial sur le Nil. Et puis quand même, l'Égypte, c'est le grenier à blé de la Méditerranée. C'est pas bête d'avoir le centre de l'Empire romain là où on produit les richesses. Bon, sauf que vous le savez, Antoine, il perd la guerre, il meurt, il est obligé de se suicider, ainsi que Cléopâtre. Bon là, je spoil d'autres films, mais heureusement, on n'en parle pas aujourd'hui. Et c'est son opposant, Octavien, qui devient empereur sous le nom d'Auguste. Et au contraire, Octavien n'est pas très content contre les Égyptiens, contre Alexandrie en particulier, et il fait de l'Égypte une sous-province de l'Empire. C'est une manière de la punir. Si Auguste conserve Rome comme capitale de l'Empire, il est bien conscient cependant que ce n'est toujours pas à la hauteur de son statut de maîtresse du monde, de caput orbis, ça veut dire la tête du monde vraiment, et c'est des mots que l'empereur aurait lui-même, qui sont rapportés par Suétone, et que l'empereur aurait lui-même prononcés. Et en réalité, c'est pas le premier Auguste à essayer de redonner à Rome, ou de donner plutôt à Rome un aspect bien plus grandiose. Les grands hommes de la fin de la République romaine, que ce soit le dictateur Sylla ou évidemment après lui Jules César, ont eu des grands projets urbanistiques pour donner une cohérence et une magnificence à Rome. Il paraît que César voulait même détourner le Tibre pour agrandir la ville sans avoir à enjamber le fleuve. Ça nous donnerait aujourd'hui, c'est comme si tout le Vatican était en fait rattaché au reste de Rome sans que le Tibre n'y passe. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les projets urbanistiques de César ne sont pas complètement étrangers à son assassinat. Ça fait partie à l'image d'espèces de démiurge, de la démesure qui lui a été reprochée et que les sénateurs qui ont fait peur aux sénateurs au point qu'il l'ait assassiné. Donc son successeur, Auguste, prend les choses un petit peu plus calmement. Il abandonne l'idée de détourner le Tibre, mais il fait de la reconstruction de Rome un de ses principaux chantiers. De fait, il faut restaurer la ville qui, depuis un siècle, est un peu laissée à l'abandon, parce qu'il y a eu des guerres civiles. Une partie des guerres civiles des batailles ont eu lieu à Rome même.
Donc il faut restaurer les monuments, et puis il faut aussi l'embellir. Et d'après ses biographes, Auguste serait vanté d'avoir trouvé une ville de briques et de l'avoir laissée de marbre. On sait qu'il y consacre lui-même une grande partie de sa fortune, et son bras droit, qui est aussi son gendre et son héritier, Agrippa, donc qui meurt avant lui, donc on ne le connaît pas comme empereur, Agrippa, il passe lui aussi quasiment toute sa fortune. Donc à tous les deux, ils reconstruisent ce qui était laissé à l'abandon et ce qui avait été abîmé par les guerres civiles. Ils aménagent de nouvelles infrastructures, notamment de nouveaux aqueducs. La ville était devenue tellement importante qu'il n'y avait plus assez d'aqueducs pour alimenter en eau toute la population. Et puis ils font construire de nouveaux monuments à la gloire de Rome et évidemment à leur gloire à eux. Et les successeurs d'Auguste, les empereurs de Rome, en font de même. Et vous connaissez peut-être de grands noms d'empereurs bâtisseurs, Trajan, Adrien, plus tard Caracalla ou encore Maxence. On voit encore leurs monuments aujourd'hui debout. Sans tout détailler, on peut noter que les travaux prennent 3 directions principales, pour 3 raisons différentes d'ailleurs. Tout d'abord, il s'agit de profiter d'un large champ libre, qui est le quartier du Champ de Mars, au nord de Rome, aujourd'hui c'est Place Navone, où ont traditionnellement lieu l'entraînement des armées et certaines élections. Donc l'espace est peu habité. Auguste puis ses successeurs en font une vraie vitrine de l'architecture impériale, et vous en connaissez un des monuments les plus importants, le Panthéon de Rome, qui est une construction d'Agrippa. Je dis Agrippa, c'est le gendre d'Auguste, qui a construit un temple à tous les dieux, c'est ce que ça veut dire, Panthéon. Et il a mis au passage une statue d'Auguste et une statue de lui-même dans le temple. C'est une manière de dire, il y a tous les dieux, puis il y a nous. On n'est pas très loin d'être des dieux. Aujourd'hui, le Panthéon qu'on connaît, ce n'est pas celui d'Agrippa, qui a été détruit par divers incendies, mais celui d'Adrien, reconstruit donc au IIe siècle. Et je vous rappelle quand même au passage que c'est la plus grande coupole faite en béton non armé du monde. Encore aujourd'hui, ça fait plus de 43 mètres de diamètre, alors que le dôme de la basilique de Saint-Pierre n'en fait que 41 mètres. Il y a 2 mètres de moins. Cocorico les Romains. Outre le Champ de Mars, il y a une colline, qui est la colline originelle de Rome, le Palatin, qui devient le siège du pouvoir impérial, et donc par là même des résidences impériales. Sous la République, le Palatin, c'était une colline très agréable, donc où s'étaient installés tous les sénateurs. C'est pratique, c'est en hauteur, c'est aéré, et c'est c'est juste à côté du forum. Donc les sénateurs ont leur maison là-haut. Et puis peu à peu, les empereurs leur achètent leur maison, ou les font déménager de manière plus ou moins violente, pour récupérer l'espace et en faire un immense complexe palatial, c'est-à-dire un endroit où il y a à la fois des palais, des résidences, des lieux publics, des bibliothèques, des temples, des portiques. Bref, c'est là que s'exprime le pouvoir de l'empereur. Et le Palatin, c'est ce qui donne en français le mot palais. Donc vous voyez à quel point la colline devient en fait un immense palais. Enfin, dernière direction de cette restructuration de Rome, c'est le centre. Il faut quand même faire quelque chose au centre. Il est complètement restructuré avec la construction de grands forums, cette fois bien organisés, selon des plans très cohérents, et un modèle qui vient de César, puisque c'est lui le premier à construire un nouveau forum complètement fermé. Mais après lui, on a Auguste, Vespasien, Nerva et Trajan qui construisent à leur tour des forums plus impressionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est sur ces forums que vous avez la colonne Trajane. Et d'ailleurs, ce sont ces vestiges qu'on peut voir aujourd'hui. On peut voir ces vestiges aujourd'hui, grâce à Mussolini, qui, évidemment, bien après, a voulu remettre au jour ce qui fait aujourd'hui le cœur de la Rome touristique, ces forums impériaux. Il a dégagé toutes les installations médiévales qui étaient à l'intérieur de ces forums et qui en faisaient perdre l'impression de cohérence. Il a mis une grande voie au milieu, la Via dei Fori Imperiali, qui a d'ailleurs tout détruit au passage dessous, donc on a perdu une grande partie des informations sur les forums grâce à Mussolini. Mais aujourd'hui, c'est un haut lieu piéton du tourisme romain qui mène jusqu'au Colisée, et qui donne cette impression de grandeur et de magnificence au centre de Rome. Ces siècles de travaux des empereurs, qui en fait ont continué largement jusqu'à la fin de l'Antiquité, ont comme résultat qu'à la fin de l'Empire romain, notamment au IVe siècle après Jésus-Christ, un visiteur peut vraiment s'émerveiller en arrivant à Rome et devant la beauté de la ville. On a des textes de voyageurs au IIIe et au IVe siècle qui disent la beauté de Rome. Mais en fait, on est déjà quasiment à la fin de l'Empire. On est 1500 ans après la fondation de Rome. En fait, c'est assez court dans l'histoire de Rome, cette impression de magnificence qui correspond à la grandeur politique de la cité romaine. Car au fond, et pour conclure,
Le paradoxe que j'ai soulevé au début de cette présentation ne vient pas seulement de notre méconnaissance de l'histoire et de l'urbanisme antique, mais bien de ce qu'est profondément la ville de Rome. Rome, c'est un paradoxe, à l'image d'une culture qui s'est elle-même construite sur un paradoxe, puisqu'elle est fondée sur des valeurs de sobriété, d'austérité même, refusant le luxe, anti-bling-bling pour le dire avec des mots d'aujourd'hui. Et elle a pourtant réussi à dominer l'ensemble du monde méditerranéen, ce qui, dans la bouche des élites romaines, revient à dominer l'ensemble du monde. Ils savaient bien qu'il y avait autre chose après l'Empire, mais ils s'en fichaient. Donc comment concilier les deux ? Comment rester une ville sobre, austère, simple, avec des aménagements publics utiles mais non ostentatoires, et en même temps comment être à la hauteur de son statut de capitale du monde ? L'équilibre entre ces deux possibilités, qui semblent a priori incompatibles, a bougé au fil des siècles et au gré des régimes politiques, allant vers de plus en plus de monumentalisation et d'ostentation. Mais cependant, Mussolini, en réalité, avait tort en détruisant les petites ruelles du centre de Rome pour retrouver les grands monuments romains et créer donc au passage ces grandes artères contemporaines. Parce que Rome, c'est les deux. C'est à la fois la majesté du Capitole et les petites rues de ses alentours, flanquées d'insulae, ces espèces d'immeubles en briques où vivait la population la plus pauvre. Rome, c'est à la fois les forums impériaux et le quartier de Subur, qui sont séparés juste par un simple mur. Et Subur, c'est connu pour être le quartier malfamé de Rome. En tout cas, c'est comme ça que les présentent les sources anciennes. On a du mal aujourd'hui à associer les deux, à voir à quel point les deux étaient liés. Et les fictions qui mettent en scène Rome, entre autres les plus péplums, sont souvent assez caricaturaux. On a le forum d'un côté, avec ses grands monuments, ses espaces libres, c'est beau, ça brille, c'est tout propre, et Subur de l'autre, le quartier malfamé où flânent les prostituées. Il nous faudrait une sorte d'entre-deux, un mélange, pour retrouver l'éclectisme d'une ville vivante, mouvante, sans cesse changeante, et qui est en fait façonnée par le fait que c'était une toute petite cité qui est devenue la maîtresse du monde. Je vous remercie pour votre attention. Comment se serait appelée la ville et l'Empire si Rémus avait vaincu Romulus ? Ouais, c'est une belle question du chrony. Je sais pas, Rémus, ça peut donner Réma, mais en réalité, ça marche pas trop parce que Romulus a été créé sur le nom de Rome. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est qu'on avait besoin d'un héros fondateur qui est le nom de la ville, un héros éponyme, pour expliquer la fondation de Rome. Mais pourquoi pas, une Réma où j'avais pensé à un jour, je voulais écrire une uchronie qui s'appellerait Ilia sur le nom de la maman de Romulus et Rémus qui s'appelait Ilia. Et qui reprendrait plus le côté troyen. Mais voilà. La réalité, c'est que Romulus est une construction à partir de Rome et que donc Rome n'aurait pas pu s'appeler autrement que Rome. Oui, au tout début, tu as dit que les Romains, ils auraient sûrement dit si on leur avait demandé quelle belle ville ils trouvaient. Alexandrie, je comprends, mais pourquoi Antioche ? Parce qu'il n'y a pas de plan, carré. Pourquoi c'est une ville qui leur aurait paru le modèle de la belle ville ? En fait, on a quand même quelques sources qui disent que Antioche et Apamée, qui est immédiatement dans la banlieue d'Antioche, sont parmi les plus beaux endroits du monde et les plus comprendre, pas les paysages, mais les constructions. Antioche, c'est quand même une grande ville là aussi. On est à 250 000 habitants. Il y a un plan. En fait, il y a plusieurs plans damiers qui sont installés les uns à côté des autres, mais c'est une ville qui devait sembler assez carrée. Et puis c'est une ville où il y a d'immenses temples qui sont réputés pour être les plus beaux. C'est entièrement, il y a beaucoup de marbre, c'est une ville de marbre. Et puis il y a les jardins d'Apamée juste à côté. Donc on a quand même pas mal de textes de cette époque qui est un petit peu plus tardif, qui en font un des plus beaux lieux de l'Empire romain. Je pense à la Domus Aurea qui avait été redécouverte par hasard à la Renaissance. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Rome qui sont méconnus à ce jour et qui pourraient être et qui sont non explorés ? Ça, c'est une belle question. Hélas, je crois que je vais dire non pour une raison, c'est que la Domus Aurea, c'est vraiment un unicum à Rome, une sorte
un truc étrange qui aurait pas dû advenir, ou pas complètement. Donc pour ceux qui voient peut-être pas ce que c'est, après le grand incendie de Rome sous Néron, Néron reconstruit. Alors en fait, il reconstruit beaucoup Rome et il a fait beaucoup de choses pour Rome. Il a mis des lois qui font que les rues étaient plus larges et qu'on pouvait pas construire des trucs trop près pour éviter que les incendies ne se propagent. Et puis il a construit un grand palais qui est donc cette Domus Aurea et qui était en fait considérée comme de l'hubris. Elle était trop grande, trop belle, trop impressionnante et ça fait partie des raisons de la damnatio memoriae de la destruction complète de tous les restes du règne de Néron. Et c'est pas pour rien qu'elle a été détruite. Elle a été détruite parce qu'en fait c'était un peu too much quoi pour l'époque. Et le fait qu'elle ait été détruite immédiatement après le règne de Néron, donc en fait quelques années après avoir été construite, fait qu'elle a été conservée hyper bien, parce que plutôt que de tout détruire, ce qui demande des moyens colossaux, il y a une grande partie de la Domus Aurea qui en fait était recouverte. On a mis de la terre, on a mis des gravats, et puis on a construit par-dessus. C'est quand même vachement plus pratique que de tout défaire, ce qui aurait été beaucoup plus cher. Et du coup, ça faisait qu'il y avait sous Rome, en fait, sous des monuments publics romains, sous le centre de Rome, le Colisée, c'était au milieu des jardins de Néron, à l'époque, il n'y avait pas de Colisée. Ça faisait qu'il y avait cet espace qui avait été en fait préservé parce que les hommes l'avaient enterré. Donc je suis pas sûre qu'on puisse... en tout cas, les textes ne nous disent pas qu'il y ait d'autres joyaux comme ça qui puissent être préservés, mais la Domus Aurea, on en connaît un 10e, peut-être un 5e maximum. Donc en fait, il en reste beaucoup de passages et on est en train petit à petit de découvrir d'autres espaces de cette sublime maison. Et il faut reconnaître que c'est parmi les plus belles peintures qui existent encore. Et voilà. Peu de chance qu'il y en ait d'autres. Je reviens sur les valeurs que vous avez évoquées, qui étaient véhiculées pendant cette période à Rome. Donc vous avez parlé de sobriété, d'austérité. Moi, j'avais plutôt des images de plaisir facile, des pains et des jeux, parce que c'est la thématique de la semaine de la Rélate. Et en fait, c'est les historiens postérieurs qui ont véhiculé ces fausses idées, ces stéréotypes. Alors en fait non, notamment les pains et des jeux, Panem et Kirkenses, c'est bien une expression de l'époque, c'est plutôt des satiristes, en fait c'est les poètes de la fin de la République et du début de l'Empire qui avaient comme dans l'idée, comme une grande partie de l'élite romaine, que Rome était en fait déjà en train de s'effondrer. J'aurais pu faire une communication sur la chute de l'Empire romain, ça aurait été bien aussi, sur cette idée en fait que Rome est déjà dans sa décadence, mais pour Tite-Live, la décadence romaine est déjà finie. Tite-Live, on est à l'époque de César et d'Auguste, donc vous voyez, il y a eu encore un petit peu d'histoire derrière. Donc c'est plutôt que, à partir du moment... Enfin, Rome s'est peu à peu hellénisée, c'est-à-dire qu'elle s'est fondue dans le modèle grec. En fait, c'est une ville grecque depuis sa fondation, mais elle a eu accès aux ressources et aux richesses de la Grèce pendant les grandes conquêtes, donc autour du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça a fait venir des artistes, des œuvres d'art. On s'est mis à construire des temples qui sont plus beaux, plus grands. Et à partir de là, il y a l'idée pour les Romains qu'ils ont perdu une partie de leur identité profonde, de cette espèce de paysannerie simple, sobre, où même les plus grands hommes politiques, on pense à Cincinnatus, qui a été un grand héros des guerres du IVe siècle avant Jésus-Christ, dictateur, le jour où il lâche le pouvoir, il rentre chez lui, dans son petit domaine rural, et il laboure lui-même son champ. Et c'est ça l'image des Romains. Mais en fait, c'est une image qui ne tient plus dès que Rome, en fait, a accès à des ressources qui sont les ressources de la Méditerranée. Et donc les Romains ont construit eux-mêmes l'idée qu'ils étaient tout le temps dans la décadence et que le luxe, c'est quelque chose de dangereux, c'est la débauche. Et donc l'élite romaine a à la fois apporté le luxe, profité du luxe et construit un discours politique qui est que les Romains se plaisent et se complaisent dans le luxe qui va risquer de les détruire. Donc cette idée, elle est très largement inspirée de textes romains qui sont déjà latins, qui sont déjà de la caricature de leur propre époque. Et puis ensuite, elle a été reprise à la Renaissance, aujourd'hui dans les péplums, l'empereur Néron comme étant qui se noie dans le vice et les plaisirs. Bah, c'est exactement ça. Néron, il a été... en fait, Néron, c'est le dernier de sa dynastie, ce qui fait que la dynastie d'après a besoin d'expliquer pourquoi est-ce que l'empereur est tombé, de le présenter comme un mauvais empereur. Quel est le meilleur moyen de discréditer l'empereur? C'est de dire qu'il s'adonne au plaisir. Donc comme ça, on a quelques empereurs qui sont des grandes figures de la luxure, du sexe, des orgies. Caligula, il y en a plusieurs. Et c'est en grande partie un discours politique et un discours moralisateur.
mais qui est lié à cette espèce de paradoxe que je vous ai dit en fait, c'est que c'est à la fois censé être sobre et puis bon, ça reste quand même la capitale du monde avec des ressources énormes qui arrivent de partout, des populations complètement éclectiques. Donc on est sur ce paradoxe qui a été construit en topos littéraire dès cette époque.